Au commencement, la guerre ne fut pas déclarée par des missiles, ni annoncée par des discours enflammés, mais elle prit naissance dans quelque chose d'invisible et pourtant essentiel, l'énergie, car depuis des décennies, les nations avaient bâti leur puissance sur le contrôle du pétrole, du gaz, de l'électricité et désormais des métaux rares nécessaires aux technologies modernes, et cette dépendance extrême avait créé un équilibre fragile où la moindre rupture pouvait provoquer un effet domino mondial. Et c'est précisément ce qui se produisit lorsqu'une série d'interruptions mystérieuses frappa simultanément plusieurs réseaux énergétiques majeurs, provoquant des coupures massives dans des capitales économiques, paralysant les transports, les hôpitaux et les systèmes financiers, et tandis que les gouvernements tentaient de rassurer leur population, les marchés commencèrent à s'effondrer, révélant la vulnérabilité d'un monde interconnecté, où l'électricité était devenue aussi vitale que l'air, et très vite, des accusations furent lancées entre puissances rivales, chacune suspectant l'autre de sabotage stratégique, et dans l'ombre, des analystes confirmèrent que ces interruptions n'étaient pas accidentelles, mais le résultat d'opérations coordonnées visant à tester la résilience des infrastructures critiques, et alors que les tensions diplomatiques montaient, les alliances énergétiques commencèrent à se fissurer, certains pays suspendant leurs exportations pour sécuriser leurs propres réserves, déclenchant une crise mondiale des carburants et des matières premières, et dans les rues, les files d'attente devant les stations-service s'allongeaient, les supermarchés étaient pris d'assaut, et la peur s'installait progressivement, non pas d'une invasion militaire classique, mais d'un effondrement systémique où la lumière pourrait s'éteindre définitivement, et ce fut dans ce climat d'instabilité que les premières attaques directes contre des infrastructures énergétiques stratégiques eurent lieu, des raffineries incendiées, des pipelines sabotés, des centrales électriques neutralisées par des cyberattaques sophistiquées, révélant que le conflit venait d'entrer dans une phase ouverte, des cyberattaques sophistiquées, révélant que le conflit venait d'entrer, et lorsque l'une des plus grandes centrales du continent fut mise hors service par une attaque coordonnée combinant sabotage physique et intrusion numérique, plongeant des millions de personnes dans l'obscurité totale, pendant plusieurs jours, la guerre de l'énergie devint une réalité indéniable. Et les dirigeants du monde comprirent que contrôler l'énergie signifiait contrôler la survie même des sociétés modernes, car sans électricité sans carburant et sans réseau stable, la civilisation technologique pouvait s'effondrer en quelques semaines, et ainsi commença un conflit inédit où les champs de bataille n'étaient pas seulement des territoires géographiques, mais des réseaux de distribution, des câbles sous-marins, des mines de lithium et des stations de production, et où chaque sabotage, chaque coupure et chaque décision stratégique rapprochait un peu plus l'humanité d'une obscurité totale, transformant la compétition économique en une guerre mondiale silencieuse, mais impitoyable. Lorsque la deuxième phase du conflit éclata, le monde comprit que la crise énergétique n'était plus une simple lutte économique ou stratégique, mais une guerre totale visant à contrôler le cœur même de la civilisation moderne, et tout bascula le jour où un blackout massif frappa simultanément plusieurs continents, une coupure coordonnée de ampleur jamais vue, neutralisant satellites de communication, centrales électriques interconnectées et réseaux de distribution en quelques minutes, plongeant des mégapoles entières dans une obscurité absolue, brisant le rythme frénétique des dettes. Villes modernes qui, privées d'électricité, cessèrent brutalement de fonctionner, les ascenseurs s'arrêtèrent entre deux étages, les hôpitaux basculèrent sur des générateurs d'urgence limités, les aéroports immobilisèrent des milliers de passagers, et dans les rues, la panique commença à se répandre lorsque les feux de circulation cessèrent de fonctionner et que les réseaux mobiles tombèrent les uns après les autres, révélant à quel point la dépendance énergétique était devenue totale, et tandis que les gouvernements tentaient de rétablir les systèmes, des analyses confirmèrent que cette panne globale n'était pas due à une simple cyberattaque isolée, mais à une offensive cyberattaque isolée, mais à une offensive combinée impliquant sabotage physique de transformateurs stratégiques, attaques numériques infiltrant les logiciels de gestion énergétique et manipulation des flux d'approvisionnement en gaz et en pétrole, créant un effet domino incontrôlable, et alors que les premières heures passaient sans rétablissement, la peur changea de nature, passant d'une inquiétude temporaire à la réalisation glaçante que le monde moderne pouvait s'effondrer en quelques jours sans énergie stable, et dans certaines régions, l'absence de refroidissement dans des installations industrielles provoqua des incendies majeurs, des explosions dans des raffineries abandonnées, et des fuites toxiques dans l'atmosphère, aggravant la crise environnementale, déjà fragile, tandis que les marchés financiers incapables de fonctionner sans serveurs actifs
suspendirent leurs transactions, déclenchant un gel économique mondial, et au sein des capitales, les dirigeants se réunirent dans des centres de commandement souterrains pour évaluer la situation, découvrant que des câbles sous-marins vitaux avaient été sectionnés, que des plateformes offshore étaient à l'arrêt et que plusieurs mines de métaux rares avaient été sabotées, démontrant que la guerre ère de l'énergie visait non seulement la production immédiate, mais l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale. Et tandis que certains pays accusèrent ouvertement leurs rivaux, d'autres commencèrent à mobiliser leurs forces armées pour sécuriser physiquement leurs installations critiques, déployant troupes autour des centrales nucléaires, navires de guerre près des routes maritimes énergétiques et drones de surveillance au-dessus des pipelines, transformant progressivement la crise énergétique en confrontation militaire directe, et dans les rues privées d'électricité, la population tenta de s'adapter, organisant des réseaux communautaires improvisés, partageant des réserves utilisant des radios à batterie pour capter les rares communications officielles, mais la tension monta rapidement lorsque les pénuries de carburant empêchèrent les livraisons alimentaires, provoquant des émeutes sporadiques dans certaines grandes villes. Et au fil des jours, il devint évident que le blackout n'était pas un événement ponctuel, mais une stratégie calculée visant à affaiblir la résistance psychologique des sociétés modernes, à démontrer que le contrôle de l'énergie équivalait au contrôle du pouvoir politique, économique et social. Et dans ce climat d'instabilité extrême, les premières frappes militaires conventionnelles eurent lieu autour de sites énergétiques stratégiques, des bases protégeant des terminaux gaziers furent attaquées, des convois transportant du carburant furent interceptés, et des affrontements navals éclatèrent près de détroits vitaux pour le commerce mondial, marquant l'entrée officielle de la guerre de l'énergie dans une phase armée ouverte. Et alors que l'obscurité persistait dans plusieurs régions, une question domina les esprits: si l'énergie ne revenait pas rapidement, combien de temps la civilisation moderne pourrait-elle survivre? Nek, que le chaos total ne prenne le dessus, car sans lumière, sans communication et sans logistique stable, l'ordre mondial semblait plus fragile que jamais, et ainsi le grand blackout ne fut pas seulement une panne gigantesque, mais le symbole d'un monde réalisant brutalement que sa puissance reposait sur des réseaux invisibles, désormais transformés en champ de bataille stratégique, annonçant que la guerre de l'énergie venait seulement d'entrer dans sa phase la plus dangereuse. Au fil des semaines qui suivirent le grand blackout, le monde entra dans une phase que peu d'analystes avaient osé imaginer, car ce qui avait commencé comme une guerre stratégique pour le contrôle des réseaux énergétiques se transforma progressivement en effondrement systémique des sociétés modernes, et dans les grandes métropoles autrefois illuminées jour et nuit, l'absence prolongée d'électricité provoqua un ralentissement brutal des services essentiels, les réserves de carburant s'épuisèrent, les générateurs de secours tombèrent en panne faute de maintenance, les chaînes logistiques cessèrent de fonctionner et les stocks alimentaires commencèrent à diminuer dangereusement, créant une tension constante dans les quartiers les plus densément peuplés où la peur et la frustration se mêlaient à l'incertitude. Et tandis que les gouvernements tentaient d'imposer des mesures d'urgence, des couvre-feux et des rationnements stricts, leur autorité s'érodait à mesure que les communications restaient instables, révélant la fragilité d'un ordre social dépendant d'infrastructures invisibles, désormais brisées, et dans certaines régions, les forces de sécurité furent redéployées pour protéger des dépôts de carburant stratégiques, mais cela laissa d'autres zones vulnérables, favorisant la montée de groupes organisés, cherchant à contrôler localement les ressources restantes, transformant des quartiers entiers. En territoires disputés où l'accès à l'eau potable et au diesel devenait une question de survie, et alors que les marchés financiers restaient paralysés, les monnaies nationales perdirent progressivement leur valeur symbolique, remplacées par des systèmes d'échange improvisés basés sur les données essentielles, et restaient paralysées, les monnaies nationales perdirent progressivement, illustrant un retour brutal à une économie primitive au cœur même des nations industrialisées. Et dans les campagnes, la situation n'était guère meilleure, car l'agriculture moderne, dépendante de machines alimentées par carburant et de systèmes d'irrigation électrique, vit sa production chuter drastiquement, amplifiant les pénuries urbaines et créant une spirale descendante difficile à contenir, tandis que sur la scène internationale, les alliances se fragilisaient davantage, certains États décidant de sécuriser davantage, certains États décidant de sécuriser par la force des routes d'approvisionnement encore actives, donnant lieu à des affrontements régionaux autour de ports stratégiques et de terminaux énergétiques, et dans un contexte déjà instable, un incident majeur survint lorsqu'une centrale nucléaire privée d'alimentation stable, pour ses systèmes de refroidissement, entra dans une phase critique et de dernière force, forçant une évacuation massive,
et rappelant au monde que la dépendance énergétique comportait des risques technologiques colossaux. Et bien que la catastrophe fut finalement évitée de justesse, grâce à une intervention militaire rapide pour sécuriser le site et rétablir un minimum d'énergie, l'événement marqua un tournant psychologique irréversible, car il prouva que la guerre de l'énergie ne menaçait pas seulement l'économie ou la politique, mais l'environnement et la santé de millions de personnes, et dans les capitales encore partiellement fonctionnelles, Les dirigeants comprirent que la crise ne pouvait plus être gérée uniquement par des moyens défensifs, certains plaidant pour des frappes préventives et massives contre les infrastructures adverses, afin de briser le cycle des sabotages, tandis que Durkheim mettait en garde contre une escalade incontrôlable pouvant mener à un conflit mondial généralisé, et pendant ce temps, les populations s'adaptaient comme elles pouvaient, créant des micro-communautés autonomes alimentées par des panneaux solaires improvisés, développant des réseaux d'entraide et redécouvrant des formes de solidarité oubliées, mais malgré ces efforts, la réalité demeurait brutale. Le monde moderne s'était révélé dépendant d'un système énergétique centralisé, vulnérable, et sa désintégration progressive exposait la fragilité d'une civilisation construite sur l'illusion de la stabilité permanente, et ainsi l'effondrement des sociétés ne fut pas un événement soudain et spectaculaire, mais une lente dégradation marquée par des pénuries, des tensions croissantes et une perte graduelle de confiance dans les institutions, laissant présager que la prochaine phase du conflit pourrait déterminer non seulement l'issue de la guerre de l'énergie, mais l'avenir même de l'ordre mondial tel qu'il avait existé jusque-là, lorsque les premières confrontations militaires directes éclatèrent entre grandes puissances. La guerre de l'énergie cessa définitivement d'être un conflit hybride pour devenir une guerre ouverte dont l'ampleur dépassait tout ce que le monde avait connu depuis la Seconde Guerre mondiale, car cette fois, les champs de bataille ne se limitaient pas à des frontières terrestres mais s'étendaient aux océans, à l'espace et au cyberspace, et les routes maritimes transportant gaz naturel liquéfié et pétrole devinrent des zones de tension extrême, surveillées par des flottes armées prêtes à intervenir au moindre incident extrême, tandis que des drones longue portée neutralisaient des dépôts stratégiques dans des opérations chirurgicales destinées à affaiblir la capacité énergétique de l'adversaire sans déclencher immédiatement une riposte nucléaire. Mais malgré ces précautions, la spirale de représailles s'intensifia lorsque plusieurs satellites de communication furent détruits en orbite, provoquant des perturbations majeures dans les systèmes de navigation, de surveillance et de coordination militaire, révélant que même l'espace était devenu un théâtre d'opérations cruciales, et dans le même temps, des frappes ciblées contre des centrales électriques et des raffineries provoquèrent des incendies massifs visibles à des centaines de kilomètres, libérant d'énormes quantités de fumée toxique et aggravant la crise climatique déjà critique. Et alors que les infrastructures énergétiques s'effondraient les unes après les autres, certaines nations envisagèrent ouvertement l'utilisation d'armes stratégiques pour briser l'impasse, ravivant le spectre d'une confrontation nucléaire globale qui aurait pu transformer la guerre de l'énergie en apocalypse planétaire. Et dans des bunkers souterrains protégés, les chefs d'État pesaient chaque décision avec une prudence extrême, conscients qu'une erreur de calcul pourrait anéantir des millions de vies en quelques minutes, mais la pression politique intérieure augmentait, car des populations privées d'électricité, des taux stables et de nourriture exigeaient des solutions rapides, poussant certains dirigeants à adopter une posture plus agressive afin de démontrer leur capacité à rétablir l'ordre. Et sur le terrain, des combats éclatèrent autour de détroits stratégiques et de corridors énergétiques, où le contrôle de quelques kilomètres maritimes déterminait l'accès de nations entières à leurs ressources vitales, tandis que des cyberattaques sophistiquées tentaient d'infiltrer les systèmes de défense antimissiles pour tester leur vulnérabilité, créant une atmosphère de méfiance permanente où chaque mouvement militaire était interprété comme une menace potentielle d'escalade, et au cœur de cette tension extrême, un incident majeur survint lorsqu'une frappe mal calibrée endommagea gravement une installation nucléaire civile, provoquant une fuite radioactive limitée, mais suffisante pour déclencher une panique internationale et forcer une intervention humanitaire d'urgence, rappelant au monde que la guerre énergétique mettait en jeu non seulement des intérêts stratégiques, mais la sécurité environnementale globale. Et face à ce risque croissant d'anéantissement mutuel, certaines puissances commencèrent discrètement à explorer des canaux diplomatiques secrets, cherchant une issue négociée qui permettrait de stabiliser les réseaux énergétiques sans perdre la face sur la scène internationale. Mais la confiance était presque inexistante, chaque camp soupçonnant l'autre de préparer une offensive décisive. Et ainsi, la guerre entra dans une phase décisive,
la guerre entra dans une phase d'équilibre terrifiant où la destruction totale semblait possible à tout instant. Suspendue à la retenue fragile de dirigeants conscients que le prochain ordre donné pourrait marquer la fin définitive de l'ère industrielle, telle que l'humanité l'avait connue, laissant la planète dans un état irréversible de chaos énergétique et environnemental, après des mois de chaos total, de pénuries, de combats ouverts et de catastrophes environnementales, l'humanité atteignit enfin un point critique où continuer la guerre signifiait l'extinction partielle ou totale, et ce constat glaçant força les grandes puissances à accepter des négociations secrètes menées dans des bunkers et des bases souterraines, loin des yeux du public, où des diplomates, des scientifiques et des stratèges élaborèrent un plan inédit à cesser le feu mondial conditionné à la régulation complète des ressources énergétiques, au partage contrôlé des technologies critiques et à la mise en place d'un organisme international capable de superviser la production, la distribution et la protection des infrastructures vitales, et tandis que ces accords prenaient forme, les opérations militaires cessèrent progressivement. Les forces armées furent redéployées pour sécuriser les zones les plus touchées et permettre l'acheminement de secours vers des millions de civils affamés, privés d'eau et de chauffage. Et dans les villes, la reconstruction commença timidement, alimentée par des réseaux locaux d'énergie renouvelable, des centrales réparées et des équipes d'ingénieurs et de scientifiques, travaillant sans relâche pour restaurer ce qui pouvait l'être, tandis que des communautés improvisées, des systèmes d'entraide, partageant nourriture, carburant et informations sur la situation, et ce fut dans ce mélange de chaos et de coopération que l'humanité redécouvrit sa résilience, car même dans un monde transformé par la guerre, la solidarité restait la clé de survie, et peu à peu, les anciennes superpuissances comprirent que la domination par la force seule ne suffisait plus, et peu à peu, les anciennes superpuissances comprirent que la domination par la force seule ne suffisait plus, et qu'une nouvelle architecture mondiale, fondée sur la collaboration énergétique, la transparence technologique et la gestion partagée des ressources, était essentielle pour éviter que le monde ne bascule à nouveau dans la destruction totale, et au fur et à mesure que les années passaient, les nations réapprirent à fonctionner ensemble, réécrivant des règles internationales pour l'utilisation de l'énergie, de la technologie et des infrastructures critiques, instaurant des systèmes de contrôle et de prévention d'escalade future, critiques, instaurant des systèmes de contrôle et de prévention d'escalade future. Et tandis que certains territoires restaient marqués par les cicatrices de la guerre, zones contaminées, villes partiellement détruites et populations déplacées, le monde commença lentement à se reconstruire, plus conscient de sa vulnérabilité et plus prudent dans ses choix, et ainsi ce conflit énergétique, qui avait menacé d'anéantir la civilisation moderne, se transforma paradoxalement en leçon historique majeure. La survie dépendait moins de la puissance brute que de la coopération, moins de la conquête que de la responsabilité collective. Et c'est sur ce constat que l'humanité se releva, avec la mémoire indélébile du saint monde, plongée dans l'obscurité totale, mais capable, enfin, de choisir la lumière.